Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre nos investigations sur les triangles et sur les droites concourantes dans les triangles. Alors, je vais commencer par résumer un petit peu ce qu'on a trouvé la dernière fois, donc dans la première vidéo, en élaborant un petit peu et en donnant des définitions un peu plus formelles. Donc, on va commencer par définir ce que j'appelle une deux-fonction. Donc une deux-fonction, c'est une application qui est définie sur l'ensemble des triplets de points distincts, c'est-à-dire l'ensemble des triangles avec des noms des lettres ABC enfin, avec un choix d'ordre des sommets de ce triangle. Donc à chaque tel triangle, on associe une fonction réelle telle que l'image réciproque de 0 par cette fonction soit une droite, que j'appelle LABC. Alors, évidemment, si la fonction est une fonction affine, ça sera toujours une droite, mais on ne demande pas a priori qu'une deux fonctions soit à valeur dans les fonctions affines. Alors, on a vu des cas d'ailleurs plus généraux dans les cas classiques précédemment. On dira qu'une telle deux fonctions est cyclique si la somme sur toutes les permutations circulaires des lettres ABC de FABC est la fonction nue. Alors, on va démontrer une propriété que j'appelle un lemme trivial, qui est celui qui nous a servi dans la première vidéo. Donc si une deux fonctions est cyclique, alors les droites qu'elle définit, les droites LABC, LBCA et LCAB, pour tout choix de triangle ABC, sont soit concurrentes, soit parallèles. Alors c'est évident, puisque si elles ne sont pas parallèles, alors il y a donc un point qui va être dans l'intersection de deux de ces droites, donc il va annuler deux des fonctions, et ce point, il va forcément annuler la troisième, puisque la somme fait 0. Alors on a vu précédemment que des deux fonctions comme ça étaient souvent obtenues par différence à l'aide de fonctions qui dépendent seulement de deux points. Alors, pour toute application qui a un couple de points associé à une fonction définie sur le plan, je vais poser, pour toute application G comme ceci, je vais poser delta G, qui va être cette fois-ci une application qui dépend de 3 points, et delta G de ABC, ça va être GAC moins GBC. Et si f est une deux fonctions qui est de cette forme-là, donc si f est égal à delta g pour une certaine fonction g qui dépend de deux points, on dira que f est exact. Alors, il faut que j'explique un petit peu ma terminologie. Bon, c'est juste une analogie avec les théories cohomologiques. Ça a une petite odeur de cohomologie, tout ça. Donc j'ai appelé deux fonctions, parce que ça correspondrait à un deux cocycle. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas réussi à mener cette piste très très loin, cette piste cohomologique, donc j'ai juste gardé l'analogie. Alors il y a un deuxième résultat qui nous a servi précédemment, et qui est suivant, c'est que si f est une deux fonctions exacte, qui provient, donc qui est de la forme delta g avec une g symétrique, c'est-à-dire que g de xy égale g de yx, ou indépendante de y, c'est-à-dire g de y finalement ne dépend pas de y, alors dans ces deux cas, la deux fonctions delta g sera nécessairement cyclique. Cyclique, c'est-à-dire qui donc vérifie cette propriété. Donc ça, c'est la remarque qu'on avait faite et qui nous avait permis de démontrer que les trois médiatrices, que les trois bissectrices et que les trois hauteurs étaient concurrentes. Dans ces trois cas-là, on avait trouvé une deux fonctions exacte. Et pour les médianes, on avait trouvé une deux fonctions, mais elle n'était pas exacte. Donc voilà, donc c'est ce que je résume ici. On a trouvé une deux fonctions cycliques dans les quatre cas classiques, et exactes, sauf dans le cas des médianes. Je rappelle, parce que dans le cas des médianes, on avait utilisé les coordonnées barycentriques, et ces coordonnées barycentriques, elles dépendent des trois points ABC, donc on ne peut pas faire... on ne peut pas écrire f sous forme de différence comme ça. Alors,
Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire avec ces outils-là, est-ce qu'on peut traiter des cas qui ne sont pas des cas classiques? Alors, donc on va commencer par un, un théorème qui est assez connu, qui s'appelle le théorème de Napoléon. Alors, bon, on l'attribue parfois à Napoléon Bonaparte, mais bon, à vrai dire, c'est probablement pas lui qui l'a démontré. C'est plus probablement Mascheroni. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je prends un triangle ABC quelconque, et sur ce triangle ABC, je vais construire des triangles équilatéraux sur chaque côté. Par exemple, je construis sur le côté AB le triangle AB gamma qui est équilatéral. Je fais de même ici, je construis le point bêta tel que A bêta C est équilatéral et alpha qui est en bas qu'on ne voit pas tel que alpha BC est équilatéral. Sur ces triangles équilatéraux, je vais considérer les centres de gravité. Donc je vais appeler G gamma, G alpha et G bêta. Et le théorème de Napoléon nous dit que les droites C, G gamma, B, G bêta et A, G alpha sont concurrentes en un point que, bien sûr, on va appeler le premier point de Napoléon. Alors, c'est le premier parce qu'il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est exactement la même chose, mais en considérant les triangles équilatéraux, mais non pas construits à l'extérieur du triangle, mais vers l'intérieur du triangle ABC. Et là aussi, on a des droites concurrentes en prenant les centres de gravité. Alors il y a également un autre résultat euh, qui s'appelle théorème de Fermat parfois, ou donc les droites de Fermat. Alors qu'est-ce que c'est que les droites de Fermat? Ben, c'est les droites qui vont joindre tout simplement un des sommets du triangle au sommet du triangle équilatéral qui est opposé. Donc par exemple C gamma, B bêta et A alpha. Alors c'est plus simple que le théorème de Napoléon, et peut-être on se demande pourquoi c'est moins connu, mais en tout cas, ces droites-là sont également concurrentes. Les droites A alpha, B bêta et C gamma sont concurrentes en un point qu'on va appeler le point de Fermat. Alors, ce qu'on voudrait faire, donc, c'est démontrer que, eh bien, aussi bien pour les droites de Fermat, c'est-à-dire ces droites A alpha, B bêta et C gamma, et pour les droites de Napoléon, A, G, G alpha, etc., démontrer qu'elles sont concurrentes en utilisant deux fonctions cycliques, comme on l'a fait dans les cas classiques. Alors, je vais utiliser les nombres complexes, puisque c'est très pratique ici. Donc si j'appelle j'appelle Z gamma, etc., les affixes des points correspondants, alors l'affixe de gamma, on l'obtient facilement parce que je vais en fait m'occuper de la droite de Fermat, c'est un peu plus simple, donc on verra le cas de la droite de Napoléon plus tard. On va commencer par la droite de Fermat. Donc en fait mon but ici, c'est de déterminer une équation de la droite C gamma en complexe. Alors pour ça, j'ai besoin de l'affixe de gamma. Alors l'affixe de gamma, je l'obtiens à partir de l'affixe de A en faisant une rotation par rapport au centre B, une rotation de pi sur 3. Donc comme une telle rotation correspond simplement à une multiplication par exponentielle i pi sur 3, on obtient très facilement que z gamma moins z bêta, donc l'affixe du vecteur b gamma, c'est l'affixe du vecteur BA multiplié par exponentielle i pi sur 3, d'où z gamma. Alors, en passant le z bêta de l'autre côté, et en développant tout ça, on obtient que z gamma peut s'écrire wza plus w bar zb, une façon un peu plus symétrique et jolie de l'écrire, en posant w égale exponentielle i pi sur 3. Avec l'affixe de gamma, connaissant bien sûr l'affixe de C, que j'appelle ZC, eh bien on peut obtenir facilement l'équation complexe de la droite C gamma. Alors je vous laisse faire l'exercice, pour obtenir cette équation, il suffit d'écrire qu'un point Z, enfin un point M d'affixe Z appartient à cette droite, si et seulement si
z moins zc divisé par gamma, enfin z gamma moins zc est un nombre réel. Et on obtient cette équation ici. Alors, le membre de gauche de cette équation, c'est une fonction, mais c'est une fonction à valeur imaginaire pure. On s'en aperçoit facilement, puisque ici, vous avez un nombre moins son conjugué, et là, c'est pareil. Donc, si je multiplie par i, j'aurai un nombre réel. Donc, cette fonction-là, multipliée par i, ça donne une fonction réelle qui s'annule exactement lorsque le point appartient à la droite de Fermat, c'est gamma. Donc c'est cette fonction-là, la fonction FABC, qui va... je vais essayer de prouver que c'est une deux fonctions cycliques. Alors pour ça, je vais déjà développer ici cette formule en utilisant la formule numéro 3. Je vais insérer la formule 3 dans la formule de la fonction FABC, et on obtient donc IFABC de M, c'est cette formule complexe ici, où j'ai une certaine quantité moins CC, qui veut dire que je reprends la même chose conjuguée. CC, c'est conjugué complexe. Donc j'ai une certaine quantité complexe moins son complexe conjugué. Donc ça, c'est la fonction IFABC. Donc c'est bien un nombre imaginaire pur, puisque c'est un nombre complexe moins son conjugué. Alors je vais faire la somme sur les permutations circulaires des points ABC, et en factorisant par Z, j'obtiens que cette somme sur les permutations circulaires va être de la forme SZ, donc ça c'est toute la partie qui est en Z ici. Il faut imaginer ici une somme sur ABC en faisant une permutation circulaire, plus T, alors T c'est la somme sur les permutations circulaires de ABC de cette partie-là, moins le conjugué complexe de SZ plus T. Et on trouve facilement que S, c'est W plus W bar moins 1 facteur de ZA plus ZB plus ZC. Et ceci vaut bien 0, parce que W, c'est exponentielle I pi sur 3. Et donc, la partie réelle exponentielle I pi sur 3, c'est 1,5. Et là, j'ai 1,5 plus 1,5 moins 1, ça fait 0 en facteur. Et le T, donc c'est la somme sur les permutations circulaires de cette quantité-là, bon, bah, ça fait quelque chose comme ça qui n'a pas l'air spécialement sympathique, mais je m'aperçois tout de même que c'est un nombre réel, puisque ici j'ai une quantité, et là, vous voyez, c'est exactement son conjugué. Or, comme j'ai soustrait le complexe conjugué ici, eh bien, ce T, il va s'éliminer avec son conjugué, et donc on obtient que la somme sur les permutations circulaires de ABC de IFABC vaut 0. En conséquence de quoi, FABC est bien une deux fonctions cycliques. On a donc démontré, puisqu'on sait que dans ce cas, les droites sont parallèles ou concurrentes, comme elles ne sont pas parallèles, on a bien démontré que les droites de Fermat sont concurrentes, à l'aide du truc cyclique. Cependant, on s'aperçoit que cette démonstration ne dépend pas vraiment de la forme spécifique de W, c'est-à-dire que W ce soit égal à exponentielle I pi sur 3. En fait, ça dépend uniquement du fait que W plus W bar moins 1 égale 0. Autrement dit, ça marche si on remplace W par n'importe quel nombre complexe dont la partie réelle vaut 1,5. Donc un nombre de la forme 1,5 plus IY, où Y est un réel quelconque. Ah, alors ça veut dire qu'on a gagné quelque chose avec notre approche par les deux fonctions. On n'a pas seulement un résultat, le fait que les droites de Fermat sont concurrentes, mais en fait on a une infinité de résultats similaires. Alors on va voir ce que ça donne, donc en remplaçant la partie imaginaire de l'exponentielle I pi sur 3, donc racine de 3 sur 2. Donc si on prend Y égale racine de 3 sur 2, donc ça nous redonne les droites de Fermat. C'était notre but initial. Mais si je prends une autre valeur pour Y, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens d'une manière générale donc le point d'affixe gamma, enfin le point gamma d'affixe Z gamma, est remplacé par un point que je vais appeler gamma Y, d'affixe Z gamma Y, et en calculant son affixe, alors pour ça, je vais me permettre de revenir sur le slide précédent,
il suffit d'utiliser la formule numéro 3. Dans cette formule numéro 3, je vais remplacer W par la nouvelle valeur de W, qui est celle-ci, 1 demi plus I, Y. Et je trouve que la nouvelle affixe, donc du point gamma, qui maintenant dépend de Y, c'est ZA plus ZB sur 2, donc ça c'est l'affixe du milieu de AB, plus eh bien, un multiple réel de l'affixe du vecteur AB multiplié par I, c'est-à-dire que le vecteur AB est tourné de pi sur 2. C'est-à-dire que ça, c'est n'importe quel, ça nous donne n'importe quel point de la médiatrice de AB. C'est une droite qui est orthogonale à la droite AB et qui passe par le milieu de AB. C'est la médiatrice. Et si je prends y égale 0, ben, j'obtiens exactement le milieu ici. C'est-à-dire que si je prends y égale 0, j'obtiens les médianes. Et donc cette méthode générale est une façon complètement détournée de démontrer que les médianes sont concurrentes. Bien sûr, ce qu'on savait déjà. Mais j'obtiens d'autres résultats en prenant d'autres valeurs de y. Par exemple, si je prends racine de 3 sur 6, j'obtiens les fameuses droites de Napoléon avec les triangles extérieurs. Mais si je prends moins racine de 3 sur 6, j'obtiens les droites de Napoléon avec les triangles intérieurs. Donc j'obtiens les deux théorèmes de Napoléon simplement en prenant ces valeurs pour y. Et en prenant d'autres valeurs de y, ben, j'obtiens d'autres cas. Donc je ne sais pas s'ils sont connus, ou si certains sont connus ou pas, je ne sais pas. En fait, on obtient un théorème général. Si on note gamma y, le point de la médiatrice de AB qui a cet affixe, c'est-à-dire, si je veux le caractériser géométriquement, je dirais que c'est le point de la médiatrice de AB qui est à la distance valeur absolue de y fois AB du milieu A' du segment AB vers l'intérieur ou l'extérieur suivant le signe de y. Ça me définit géométriquement un point sur la médiatrice. Alors, la droite qui joint le sommet opposé du triangle ABC, donc C, et ce point gamma y, eh bien, cette droite, plus les autres droites qu'on obtient par permutation circulaire, sont concurrentes. Donc on obtient un théorème qui nous donne une infinité de droites concurrentes pour le même prix, finalement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si efficace comment ça se fait que ça a marché comme ça du premier coup? En fait, j'ai cherché l'équation complexe de la droite de Fermat et j'ai tout de suite obtenu une deux fonctions cycliques. Alors pourquoi ça marche? On peut se poser la question et pour ça on peut utiliser le résultat général suivant. Des droites du plan, 2 à 2 distinctes, données par leurs équations cartésiennes AIX plus BIY plus CI égale 0, ou si vous voulez en coordonnées barycentriques, vous rajoutez un Z ici. À ce moment-là, x, y, z auront un sens différent. Ce sera des coordonnées barycentriques normalisées, par exemple. Et I, bien sûr, prend les valeurs 1, 2, 3. Donc j'ai donc 3 droites 2 à 2 distinctes, que je suppose 2 à 2 distinctes. Alors ces droites sont parallèles ou concurrentes si et seulement si le déterminant des coefficients ABC est nul. Alors ce résultat, si vous voulez la démonstration, il se trouve dans mon livre de terminale SPMAT. C'est l'exercice 4, 2, 14. Donc ne cherchez pas tout de suite en librairie, il faut attendre le mois de septembre 2026 pour que ce livre soit disponible. Ah, mais alors si ce déterminant vaut 0, ça veut, et comme ces colonnes, donc c'est-à-dire que ces colonnes de nombres, c'est des colonnes que je vois comme des vecteurs de R3, forment une famille liée. Or, comme ils ne sont pas nuls, c'est des équations de droite, donc tous les coefficients ne sont pas nuls. Comme ils ne sont pas nuls, ça veut dire que, et comme j'ai supposé que ces droites étaient 2 à 2 distinctes, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas non plus proportionnelles, je n'ai pas une colonne qui est proportionnelle à une autre. Donc j'ai donc une relation de liaison entre ces colonnes qui est de la forme alpha f1, donc f1 ça va être la fonction qui correspond ici au membre de gauche de cette équation, plus alpha f2 plus alpha f3 égale 0, avec les coefficients alpha différents de 0. Les coefficients sont différents de 0. Pour les raisons que j'ai expliquées, c'est parce que les droites sont distinctes. Alors, si je pose fi de n, donc cette fonction-là, alors là en coordonnées barycentriques, mais je peux utiliser des coordonnées cartésiennes si je veux, eh bien, je vois que j'ai quelque chose qui ressemble un peu à une deux fonctions cycliques finalement. Mais en fait, je peux même absorber mes coefficients alpha dans une redéfinition des coefficients de la droite, qui ne sont pas uniques, l'équation de la droite elle n'est pas unique, et j'obtiens ainsi
une somme, j'ai des droites dont la somme des fonctions qui correspondent à l'équation de ces droites vaut 0. Donc ça ressemble beaucoup à une deux fonctions cycliques. Et en fait, on peut toujours s'en sortir comme ça. Si j'ai trois droites concurrentes, LABC, LBCA et LCAB dans un triangle, il suffit de poser FABC de M égale alpha AX plus BY plus CZ, ou AX plus BY plus CZ égale 0, et l'équation de la droite LABC, et alpha est bien choisi. C'est-à-dire tel que alpha, c'est le coefficient qui arrive ici, que je vais réabsorber dans une redéfinition de l'équation de la droite. Alors ça marche toujours du coup, mais c'est pas forcément naturel puisque je dois renormaliser en quelque sorte les équations de mes droites. Dans le cas de Fermat, l'équation de la droite telle que je l'ai trouvée tout de suite, j'avais pas besoin de faire ça, puisque j'ai trouvé tout de suite que c'était cyclique, donc la somme des zéros, et il n'y avait pas besoin de faire cette renormalisation. Mais dans d'autres cas que j'ai exploré, tels que les splitters ou les cleavers, on est obligé de multiplier par un certain coefficient, qui n'est pas difficile à trouver en général. Mais bref, donc c'est peut-être une explication un petit peu décevante, parce qu'en fait, finalement, tout ça, c'est une histoire de déterminant, quoi. Alors, maintenant, peut-être qu'on n'a pas assez exploré ce que ça veut dire naturel, parce que là, je viens de vous expliquer que c'est pas toujours naturel de redéfinir l'équation de la droite en multipliant par un certain coefficient alpha. Mais qu'est-ce que ça veut dire naturel? Alors, ça va nous entraîner dans quelque chose de très intéressant. Donc si j'ai... c'est clair que les droites qu'on choisit, c'est pas n'importe quelle droite. En effet, donc si j'ai un certain triangle et une certaine droite qui a un sens géométrique, pour ce triangle, par exemple la médiane, et si j'applique une similitude, par exemple ici, sur le dessin, une rotation, eh bien, ma nouvelle droite, ce sera l'image de l'ancienne par cette rotation. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la médiane, eh bien la médiane va tourner en même temps que le triangle. C'est ce qu'on peut ici résumer par cette formule. L'image par une certaine similitude, ici j'ai pris l'exemple d'une rotation, mais plus généralement, je pourrais considérer n'importe quelle similitude. Donc l'image par une certaine similitude de la médiane de mon triangle ABC, eh bien c'est la médiane de l'image. Et bien sûr, ça c'est l'exemple des médianes, mais si je m'intéresse à des droites concurrentes dans un triangle, je vais en fait m'intéresser qu'à des droites qui ont cette propriété-là. C'est une propriété qu'on appelle l'équivariance. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. Les physiciens d'ailleurs connaissent ça sous un autre nom, ils appellent ça covariance, mais c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est l'équivariance? C'est simplement que la droite, elle, dépend des points ABC, donc si j'applique une certaine similitude, donc la droite L de SA, SB, SC, c'est l'image de la droite LABC par la similitude S. C'est exactement cette équation qui est là, avec cette notation LABC. Donc c'est ça l'équivariance, ce n'est rien d'autre que ça. Alors, maintenant, nos droites, on a dit qu'on voulait les obtenir comme l'ensemble de niveau 0 d'une deux fonctions. Alors, qu'est-ce que je dois demander à ma deux fonctions pour que la droite, qui est l'ensemble de niveau 0 de ces deux fonctions, soit équivariante? Parce que c'est ça qui est naturel. Alors, on pourrait demander que la fonction elle-même soit équivariante, c'est-à-dire que f de SA, SB, SC, ce soit FABC rond S-1, mais en fait, c'est trop fort, enfin, c'est pas obligé de demander ça, parce que si je fais ça égale 0, donc si j'applique un point M et que je veux que ça soit égal à 0, vous voyez qu'on peut multiplier par n'importe quel réel non nul. Donc je vais demander que f, SA, SB, SC, ce soit de la forme lambda S, FABC rond S-1. C'est ce qu'on appelle la semi-équivariance, ou parfois équivariance twistée. Donc ça paraît très très technique, mais en fait, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et le réel lambda de S, il doit dépendre de S d'une façon cohérente avec la proposition des applications, c'est-à-dire que lambda tout simplement est un morphisme de groupe du groupe des similitudes dans R étoile. Alors il se trouve que ces morphismes, on peut les classifier très simplement. Un tel morphisme de groupe, c'est forcément
la valeur absolue de det de S, puissance certains cas, ou la même chose multipliée par le signe du déterminant. Alors je te donne un exemple, ce ne sera pas trop abstrait. Si je prends la deux fonctions f(abc) de m égale det de abcm, eh bien, quand j'applique une similitude à ABC, donc je vais appliquer une similitude à mes vecteurs AB et CM, et bien sûr, c'est une propriété générale des déterminants, je vais avoir det de S qui se met en facteur, donc ça veut dire qu'ici le lambda c'est simplement le déterminant. Alors, maintenant, on peut essayer de commencer à démontrer des choses générales, par exemple sur les distributions équivariantes. Donc en oubliant un petit peu les deux fonctions pour le moment, qu'est-ce qu'on peut démontrer de général sur les distributions équivariantes? Alors je vais demander qu'en plus, ce soit une distribution symétrique, c'est-à-dire que LABC, ce soit la même chose que LBCA. Pardon, excusez-moi, LABC, ce soit la même chose que LBAC. Alors, c'est une propriété qui est vérifiée pour tous les cas qu'on a explorés jusqu'ici. Par exemple, si LABC, c'est la hauteur issue de C, LBCA, ce sera aussi la hauteur issue de C. C'est la droite qui passe par C qui est perpendiculaire à AB, donc c'est la droite qui passe par C qui est perpendiculaire à BA. Le fait d'échanger les points A et B ne va pas changer cette droite. Donc ça, c'est une propriété très naturelle qu'on peut demander. Bon, l'équivariance, comme je l'ai expliqué, c'est le minimum qu'on puisse demander à une distribution de droite sur des triangles. Et on s'intéresse au cas où cette distribution est concurrente, c'est-à-dire que les droites LABC et les autres droites qu'on obtient par permutation circulaire des sommets sont concurrentes. Alors, est-ce qu'on peut démontrer des trucs complètement généraux? Eh bien, oui, c'est des trucs assez simples, mais on peut. Par exemple, si ABC est un triangle isocèle en C, alors on peut montrer que avec ces trois propriétés, LABC est forcément parallèle ou perpendiculaire à la médiatrice du segment AB. Alors la démonstration est simple, je ne vais pas la faire là. Et si vous voulez la retrouver, vous pourrez regarder sur la vidéo ou sur le slide. Je vais les mettre dans la description en dessous. Donc je vous laisse réfléchir à cette démonstration très simple. Donc on peut du coup aller un petit peu plus loin avec un triangle équilatéral. Donc à ce moment-là, on peut démontrer que ces triangles équilatérales, eh bien, les droites LABC, LBCA et LCAB sont les trois médiatrices, ou les droites perpendiculaires aux médiatrices passant par le centre, c'est-à-dire les trois médiatrices tournées de pi sur 2 par rapport au centre du triangle équilatéral. Je vous laisse encore une fois démontrer ce résultat assez simple. Et à l'aide de ces deux résultats, on peut en démontrer un troisième. Si LABC ne dépend pas du point C. Donc on a vu que c'est le cas, par exemple, si LABC c'est la médiatrice de AB. Et bien en fait, c'est le seul cas. Voilà, on peut démontrer que si LABC ne dépend pas de C, alors c'est forcément la médiatrice de AB. Et je vous laisse réfléchir à la démonstration. Il s'agit juste d'une construction qui est la même que pour le théorème de Napoléon. On utilise les triangles équilatéraux qui sont construits sur les côtés d'un triangle ABC. Et on montre très facilement que eh bien, LABC, si ça ne dépend pas de C, c'est forcément la médiatrice de AB. C'est très simple. Et enfin, on peut aussi démontrer, alors en demandant une propriété plus forte, l'équivariance, là ici c'est l'équivariance par rapport aux similitudes, hein, c'est sous-entendu, mais si je demande une équivariance plus forte par rapport à toutes les transformations affines, alors à ce moment-là, eh bien, LABC c'est simplement la médiane issue de C, il n'y a qu'une seule possibilité. Et ça vient du fait que vous pouvez, par une transformation affine, transformer n'importe quel triangle en un triangle équilatéral. Et le cas des triangles équilatéraux est déjà résolu par la proposition 3. Donc on voit que finalement les médianes ont quelque chose de particulier par rapport aux autres. Et évidemment, on pourrait s'en douter, puisque les médianes ne dépendent que du milieu. Et le milieu est une notion affine, alors que les autres droites, médiatrices, bisectrices, etc., dépendent de notions métriques, hein, de distance, d'angle, etc. Alors, on va continuer à essayer de démontrer les choses générales.
mais un petit peu moins. Donc on a vu beaucoup de cas où on avait des deux fonctions exactes, hein. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est de les chercher tous. Euh, alors, je vais être un petit peu moins ambitieux, mais en fait, commençons par expliquer ce qu'on cherche. Donc, on cherche une fonction qui soit deux fonctions exactes, donc qui soit de la forme delta g ABC. Donc, je vais commencer par chercher g. Donc, je cherche une application qui a un couple de points AB, associe une fonction g AB, qui soit symétrique en AB pour que la fonction delta g euh, soit cyclique, et je veux qu'elle soit semi-équivariante, ce qui va aussi me donner que f, c'est-à-dire delta g, sera semi-équivariante, et je veux bien sûr que delta g soit une deux fonctions, c'est-à-dire que l'ensemble de niveau 0 de delta g à ABC, ce soit une droite. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Alors, on peut, avec ces propriétés-là, on peut voir que eh bien, GAB de M, ça c'est la semi-équivariance qui nous dit ça, ne peut dépendre finalement que des notions métriques, que des quantités métriques qu'on peut définir dans le triangle ABM, puisque GAB de M ne dépend que de ABM. Alors qu'est-ce qu'on a comme quantité métrique? Eh bien on a les longueurs des côtés du triangle ABM. On peut aussi projeter M sur AB, et on peut considérer la longueur MH, et on peut parler de l'angle, des angles de ce triangle. En fait, à partir du moment où vous connaissez les côtés, et vous connaissez entièrement ce triangle à une réflexion près. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier un petit peu plus les choses. Si j'utilise la réflexion par rapport à AB, vous voyez, donc par la semi-équivariance, GAB de l'image de M par la réflexion SAB, c'est forcément plus ou moins GAB de M. Plus ou moins parce que le déterminant de la réflexion c'est moins 1, et il va ici arriver, suivant l'homomorphisme lambda qu'on a, ça peut être que plus 1 ou moins 1 pour une réflexion. Bon, je vais choisir que c'est plus 1. Voilà, donc je vais faire un choix. Je vais supposer que ici j'ai plus 1, ce qui veut dire que ma fonction GAB ne peut dépendre que de AB, de AM et de BM, ou je peux aussi parler de l'angle, mais l'angle je le retrouve à l'aide des l'angle en valeur absolue, hein, je le retrouve à l'aide des côtés, donc je peux me contenter des côtés AM, BM et AB. Alors, comme la fonction est symétrique, je vais la chercher sous une forme où elle dépend de AM et de BM de la même façon, hein, puisque ça va être symétrique quand j'échange A et B. Alors, je vais la chercher sous la forme ici d'un polynôme homogène du second degré. Alors, vous allez me dire, du coup, c'est plus trop général. Mais en fait, c'est à cause de la troisième propriété, hein. Je veux que delta G ABC-1 de 0, ce soit une droite. Et avec quelque chose du second degré, j'obtiens bien ça, alors que je ne l'obtiens pas du tout avec un polynôme de degré différent de 2. Alors je ne l'ai pas démontré que c'était la seule possibilité, je pense que oui. Je vous laisse y réfléchir si ça vous intéresse. Donc j'ai quand même quelque chose ici d'assez général, hein, qui vérifie mes trois conditions. Alors, je ne prétends pas que c'est unique, mais ça n'a pas être très loin de l'être. Alors cherchons, ici, on veut que ce soit maintenant, on veut trouver ce que ça donne, quoi. On veut, qu'est-ce que c'est les droites associées à cette fonction GAB, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est delta GABC moins 1 de 0. Alors, on calcule déjà delta GABC de M, donc c'est GAC de M moins GBC de M. Donc ça, avec la forme qu'on avait pour GAC et GBC, on obtient par factorisation ceci. Par identité remarquable, on peut écrire ça comme des produits scalaires, hein, c'est bien pour ça qu'on va obtenir des droites après. Donc ici, vous voyez qu'on peut factoriser par le vecteur AB, ici et là aussi. Et du coup, je trouve que je peux mettre le vecteur AB en facteur. Et quand je regroupe tout ça, je peux l'écrire sous la forme x c'm plus y c'c, où c' c'est simplement le milieu de AB. Hein. Ici, si cette quantité se simplifie si j'introduis le milieu de AB. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie de faire.
Alors, on voit donc que la droite, enfin, que l'ensemble de niveau 0 de cette fonction, c'est bien une droite, et on va chercher de quelle droite il s'agit. Alors ça, c'est un exercice de ligne de niveau qu'on peut faire au lycée. Il y a beaucoup d'exercices comme ça dans les vieux bouquins de première et de terminale. Et on trouve que c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite AB, hein, puisque c'est le produit scalaire par AB qui vaut 0, et qui passe par un point M0, tel que AM0, c'est AC' plus KC'HC, où K, c'est Y sur X, c'est la seule chose qui... vous voyez, les deux coefficients qui bougent là, dans notre fonction GAB, c'est X et Y, et c'est seulement leur rapport qui peut avoir un intérêt, euh, parce que, bien sûr, je peux toujours diviser par X. Et qu'est-ce que c'est que HC? C'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors par exemple, si je fais Y égale 0, donc K égale 0, ça veut dire que AM0 c'est AC', c'est-à-dire que M0 c'est le point C'. Autrement dit, la droite LABC, c'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui est perpendiculaire à AB. Ah oui, c'est la médiatrice. Si je fais Y égale moins X, donc je trouve ici moins 1, alors, eh bien, je trouve que M0, ça va être HC, c'est-à-dire que ça va être la droite perpendiculaire à AB qui passe par le pied de la hauteur, c'est la hauteur. Et voilà, donc j'obtiens ici déjà des cas que je connais déjà, hein, la médiatrice, la hauteur, mais d'une façon générale, le point de concours, donc je sais que delta G est cyclique, hein, donc ma deux fonctions delta G va donc définir des droites concurrentes, et si je veux savoir en quel point elles sont concurrentes, eh bien je prends deux telles droites, donc par exemple pour AB, et puis par permutation circulaire pour BC, et j'ai l'équation de la première droite, c'est donc AB scalaire, ceci égale 0, et l'équation de la deuxième droite, donc là j'ai juste simplement divisé par x, et l'équation de la deuxième droite, c'est BC scalaire, ceci égale 0. Et ça me donne, ça me donne une équation en grand X. Grand X, c'était mon point M. Là, ici, je l'ai appelé X. Et c'est un point qui appartient à deux droites, deux droites définies par ce type de fonction. Et là, ça me donne une équation pour les coordonnées de grand X. Et cette équation dépend de K, qui est le paramètre qui est libre ici. Mais ça dépend de K d'une façon linéaire. C'est-à-dire que si j'utilise par exemple les formules de Cramer pour trouver les coordonnées de x, eh bien elles vont faire intervenir ce K de façon linéaire. Donc je vais obtenir x et y comme étant des polynomies du premier degré en K. C'est-à-dire, ça me paramètre une droite. Autrement dit, le point de concours, grand X, en fonction du paramètre, il va se déplacer sur une certaine droite. Et cette droite, elle va contenir le point de concours de des médiatrices, puisque ça correspond au paramètre K égale 0, mais il va également contenir le point de concours des hauteurs, qui correspond au cas où le paramètre K vaut moins 1. Ça veut dire que mon point X se promène sur une droite qui passe par le centre du cercle circonscrit au triangle et qui passe par l'orthocentre. Et une telle droite est très connue, c'est la droite d'Euler. On sait que l'orthocentre, le centre du cercle circonscrit et le centre de gravité sont sur une droite qui s'appelle la droite d'Euler. Et là, ici, on a redémontré ça. Et en fait, on démontre beaucoup plus. On démontre que tout point de la droite d'Euler peut s'obtenir comme point de concours d'une famille de droites équivariantes définies par deux fonctions exactes. Et c'est presque une équivalence, je n'ai pas tout bien démontré, mais en gros, les deux fonctions exactes vont correspondre, les points de concours des droites définies par les deux fonctions exactes vont être sur la droite d'Euler. Donc il va y avoir une correspondance entre les points de la droite d'Euler et les deux fonctions exactes. Et si vous voulez vous amuser à trouver le centre de gravité, puisqu'on sait qu'il est sur la droite d'Euler, eh bien le paramètre, vous pouvez démontrer qu'il est égal
à moins un tiers. Alors, bon, on s'est bien amusé, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Bah, on a commencé par voir un certain nombre de preuves pour que certaines droites sont concurrentes, et on en a vu des très belles, comme la preuve de Gauss. Mais c'est pas forcément la plus belle qu'on a été capable de généraliser. C'était la preuve vectorielle, qui était d'un aspect peut-être moins sympathique. Et ça, c'est un petit peu, comment dire, un débat entre géométrie et algèbre. C'est-à-dire que les preuves géométriques sont parfois très belles, mais c'est peut-être une preuve plus algébrique, plus terre à terre, qu'on va être capable de généraliser en construisant une espèce d'autoroute qui va nous permettre ensuite de démontrer d'autres cas. Alors que la preuve géométrique, elle emprunte une forme de raccourci. Mais il ne faut pas non plus opposer géométrie et algèbre. Hein. On voit que dans tout ce qu'on a fait, il y a plutôt une synergie, c'est-à-dire que c'est la géométrie qui nous donne des idées et qui nous donne des exemples hein, qu'on va ensuite essayer de généraliser. Pas du tout voir ça comme une opposition. Et l'algèbre nous a permis aussi de regrouper différents cas en famille et de redécouvrir facilement des résultats qui sont géométriquement subtils, hein, comme la droite Fermat-Napoléon, hein, celle qui passe par le point de Fermat et le point de Napoléon, la droite d'Euler. Tout ça, on l'a redécouvert. Et on a même montré plus, puisqu'on a montré que chaque point de cette droite en fait, correspond à vraiment à un centre. En fait. Donc, si vous voulez, on a battu l'encyclopédie de Kimberling, là, puisque là, on n'a pas 84 000 centres, on en a une infinité. Et on a même plusieurs infinités. Alors, ça va aussi, l'intérêt de cette approche, c'est de suggérer de nouvelles questions. Donc, la classification des deux fonctions exactes, par exemple, que j'ai commencé. Donc, et que on peut essayer de terminer, hein, parce que vous voyez, j'ai laissé quelques détails en suspens. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas vous pouvez vous abonner pour avoir des mises à jour, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.